Venise est comme un rêve posé sur la lagune. Un rêve fou, fait par des hommes et des femmes qui ont fui les invasions barbares pour trouver refuge dans une zone marécageuse et inhospitalière. Au fil des siècles, ils y ont construit l'une des plus belles villes du monde et ont créé une puissance maritime qui rayonna pendant des siècles. Avec ses palais extraordinaires et ses canaux qui se perdent dans un labyrinthe inextricable, celle que l'on appelle la Sérénissime est la ville des superlatifs. Venise est intimement liée à la lagune et ses îles magnifiques, ses villages colorés et ses traditions millénaires. Malgré les touristes, Venise et ses îles ont su garder leur charme et leur authenticité pour tous ceux qui prennent la peine de les découvrir. La cité est traversée par le Grand Canal. Sur la rive nord, les quartiers de San Marco, du Castello et de Cannaregio. Sur la rive sud, les quartiers de San Polo, de Santa Croce, de Dorsoduro et l'île de la Giudecca. Symbole de sa puissance, le palais des Doges est la résidence des maîtres de la cité. Le bâtiment actuel, de style gothique et byzantin, fut construit au XVIe siècle, mais ses origines remontent au Xe siècle. Les Doges régnaient en maître absolu. Chefs des armées et législateurs, ils étaient élus à vie par une assemblée de 41 électeurs, tous issus de l'aristocratie, les patriciens. La ville était gouvernée d'une main de fer. Les condamnés à mort étaient exécutés devant le palais des Doges. Les autres croupissaient dans la prison des plombs. Parmi les prisonniers, le célèbre Casanova. Tous les condamnés devaient traverser le pont des Soupirs, devenu aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques. Construit en 1614 en marbre blanc par l'architecte Antonio da Ponte, il est le seul pont fermé de Venise. Impossible de s'échapper ou de se jeter dans le vide. Il a été surnommé le pont des Soupirs en raison des lamentations des condamnés qui jetaient à travers ses étroites fenêtres un dernier regard sur leur liberté perdue. Le 26 juillet 1755, Giacomo Casanova le franchit pour rejoindre sa cellule. Il ne savait pas pourquoi il avait été condamné, car les prévenus n'étaient pas informés des détails de leur jugement. Les procès se tenaient à huis clos. À l'entrée du tribunal, une boîte aux lettres avait été placée dans ce mur pour recevoir les dénonciations anonymes. C'est ainsi que Casanova fut arrêté. Le gentilhomme était depuis longtemps surveillé par les inquisiteurs. Son libertinage était connu de tous. Mais c'est pour avoir séduit une religieuse de Murano, qui était aussi la maîtresse de l'ambassadeur de France, que Casanova se retrouva derrière les barreaux. Il reçut néanmoins un traitement de faveur. Il ne fut pas torturé, comme c'était souvent le cas, et il eut droit à une cellule spacieuse dans la nouvelle prison bâtie 150 ans plus tôt. 14 mois après son incarcération, Casanova réussit à s'évader. Il échappa à la surveillance des gardes qui se tenaient à côté de sa cellule et passant par les toits de plomb de la fameuse prison, il se retrouva face à la porte d'entrée qu'un complice avait laissée ouverte. Ensuite, il prit la fuite en gondole. En bateau, Venise change de visage. En remontant les 150 canaux de la Sérénissime, on découvre la Cité des Eaux.
Elle semble flotter sur la lagune. Ces bâtiments furent construits sur 121 îlots. Les fondations reposent sur des pilotis qui s'enfoncent à plus de 4 mètres de profondeur, des pieux de 20 cm de diamètre qui empêchent les bâtiments de s'enfoncer ou de s'effondrer. Venise prend vie sur les canaux, car tout arrive et tout repart par bateau. Le matin, lorsque les touristes n'ont pas encore pris possession des lieux, on croise les embarcations qui approvisionnent les commerces en denrées alimentaires, dont les fruits et les légumes cultivés sur les îles de la lagune et toutes les choses utiles au quotidien. Sur les canaux, la vie change de rythme. On croise bien sûr les fameuses gondoles qui proposent aux visiteurs des promenades romantiques et inoubliables. Il n'y en a que 500 à Venise. Une heure dans ce magnifique esquif richement décoré coûte en moyenne 200 €. Mais on peut y prendre place à plusieurs. Seuls les gondoliers peuvent les piloter. Ils portent l'habit traditionnel, la marinière et le pantalon noir. Pour diriger l'embarcation, le gondolier utilise une seule rame qu'il fait pivoter en l'appuyant sur une pièce de bois appelée forcola. Chacune d'entre elles est unique car elle a été spécialement fabriquée pour le gondolier. Le salaire moyen est de 10 000 € par mois. Les gondoliers forment une caste très fermée, une grande fraternité où tout le monde se connaît. L'immense campanile de la place Saint-Marc domine la ville. Il mesure 98 mètres de haut. Il est surmonté d'un logement à balustrade qui abrite 5 cloches et d'un cube qui expose sur ses tympans l'emblème vénitien, le lion, ainsi que des allégories féminines de la justice. C'était à l'origine une tour de guet construite entre le 9e et le 12e siècle. Elle fut la proie des incendies et fut reconstruite plusieurs fois avant de s'écrouler en 1902. Le campanile actuel date de 1922. La place Saint-Marc est le cœur de Venise. C'est le centre du pouvoir politique et religieux de la cité. Elle mesure 180 mètres de long et 70 mètres de large. Elle est entourée des procuraties, construites au XVIe siècle, là où habitaient les puissants juges de la Sérénissime. Le plus ancien des bâtiments est situé sur l'aile nord. Il est placé à côté de la célèbre tour de l'horloge, construite en 1499 par l'architecte Mauro Cuduzzi. On l'appelle la tour des morts, en référence au personnage de bronze qui active le carillon. L'horloge est un bijou de technologie de la Renaissance. Elle possède un mécanisme complexe qui permet d'indiquer à la fois l'heure, mais aussi les saisons, la position du soleil et de la lune et le signe du zodiaque correspondant. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de Venise. Sur le côté ouest se dresse la sublime basilique Saint-Marc, un bijou d'architecture gothique et byzantine, comme en témoignent les 5 coupoles qui coiffent l'édifice. Elle fut construite au IXe siècle, et la partie sud est restée telle quelle depuis un millénaire. La façade de marbre fut restaurée et décorée après l'incendie qui ravagea la basilique en 1231. On retrouve le lion vénitien et 4 chevaux dressés au-dessus de l'entrée du sanctuaire, le quadrige. La basilique est surtout célèbre pour les extraordinaires mosaïques qui ornent le bâtiment. À l'extérieur, 9 tympans ont été décorés avec des scènes de la vie du Christ. C'est l'œuvre de Maffeo Verone, un élève du Tintoret, le grand maître de la peinture vénitienne.
L'intérieur de l'église est absolument extraordinaire, avec ses coupoles, ses murs et ses plafonds entièrement recouverts de mosaïques, réalisées entre le 9e et le 13e siècle par des artistes grecs et vénitiens. Elles couvrent une surface totale de 8600 mètres carrés et ont été fabriquées avec du verre coloré de Murano, des émaux et une grande quantité d'or. C'est pourquoi la basilique Saint-Marc a été surnommée l'église d'or. La République de Venise a vécu 11 siècles. Puissance économique et militaire, la Sérénissime régna sur la Méditerranée jusqu'à Chypre et le détroit des Dardanelles en Turquie. Il n'existe plus que 2 ateliers qui fabriquent encore les gondoles traditionnelles. Le premier est situé sur l'île de Dorsoduro, dans le sud du centre historique. C'est un petit atelier qui fabrique 2 ou 3 gondoles par an. Le plus grand est situé sur l'île de la Giudecca, au sud de Venise. C'est l'atelier de Franco Vianello. La gondole n'est pas une embarcation comme les autres. Elle a été spécialement créée pour pouvoir naviguer dans les canaux étroits de la Cité des Eaux. Ils ont cherché à faire une embarcation qui se pilote sans difficulté, avec un minimum d'effort et un maximum de maniabilité. Ils ont inventé une barque asymétrique qui avance avec la poussée et l'inertie et qui peut faire un 360 degrés sur elle-même. Les passagers qui montent à bord servent de contrepoids. C'est la combinaison entre les passagers, le gondolier et la gondole qui donne le résultat optimal. Si aujourd'hui, la plupart des gondoliers portent des baskets, certains continuent de se chausser avec les fourlanes. Pour les trouver, il faut bien chercher, car il n'y a plus qu'un seul magasin qui les fabrique. C'est l'échoppe de Massimo Ritura. Il tient son métier de son père, et depuis qu'il est enfant, il répare les célèbres chaussons de velours de Venise. Les furlanes sont des pantoufles typiques de Venise parce qu'elles étaient portées à l'époque de la République de Venise. C'est une pièce de velours sur laquelle on pose une doublure pour la renforcer. La doublure est en coton, car on n'utilise que du coton. Là, c'est de la toile de jute. On coud ensemble des boudins en toile de jute pour fabriquer la semelle, qui est recouverte de gomme. Pour la finition, on coud le rebord avec la partie supérieure. La couture est uniquement faite à la main. Regardez comme je fais. Je dois forcer, c'est pourquoi on ne le fait qu'à la main. Il n'existe pas encore de machine qui peut faire ce que je fais, qui peut faire ce genre de couture. C'est une chaussure écologique. Tout est fabriqué à partir de matériaux anti-allergiques. Et elles sont légères, confortables, elles prennent la forme du pied. Lorsque vous marchez avec, vous sentez bien à quel point elles sont confortables. Le magasin de Massimo est situé dans le quartier de Saint-Marc, le plus ancien de Venise. C'est le cœur touristique de la ville. Des ruelles étroites, de petites places appelées campo, et des centaines de ponts qui enjambent des 3 canaux. San Marco est un labyrinthe, et c'est un vrai bonheur de s'y perdre à la recherche des nombreux trésors cachés de la cité. Comme l'église dei Miracoli, qui est sans doute l'une des plus belles de Venise. C'est l'un des tout premiers édifices Renaissance de la ville. Elle a été construite par un architecte de Milan, Pierto Lombardo, en 1489. Entièrement recouvert de marbre polychrome, la façade est ornée de croix et de formes géométriques.
Le portail est surmonté d'un tympan orné d'un buste de la Vierge à l'Enfant, une sculpture de Giovanni Giorgio Lascari. L'expressivité des visages est remarquable. Sur le Campo San Fantine, voici le théâtre de la Fenice, l'un des plus prestigieux au monde. Il a été inauguré en 1792. De grands noms de la musique classique y ont présenté leurs œuvres pour la première fois, comme Verdi, Prokofiev ou Stravinsky. Le théâtre a été victime de plusieurs incendies. Le dernier date de 1996. Il a été entièrement restauré et réouvert au public en 2003. Le Campo Bartolomeo est la galerie commerçante de la cité. En son centre a été érigée la statue de Carlo Goldoni, le Molière italien, un dramaturge qui vécut au XVIIIe siècle et qui est considéré comme le créateur de la comédie italienne moderne. Dans les ruelles étroites du quartier de San Marco, on fait parfois de curieuses rencontres. Comme cette jeune femme costumée, elle porte un déguisement du carnaval de Venise. Et pourtant, nous ne sommes pas en février. Dans cette petite cour, une tente a été dressée pour que les acteurs puissent se changer. Car sur les quais, près du Palais des Doges, on tourne un film. Les figurants sont costumés. L'action prend place pendant le célèbre carnaval qui se déroule entre fin janvier et mi-février, du mercredi des Cendres jusqu'à Mardi Gras. C'est un événement incontournable qui attire les touristes du monde entier. La tradition remonte au Moyen Âge, il y a presque 1000 ans. À l'origine, le carnaval était l'occasion pour le peuple de se déguiser et de faire la fête. Durant les festivités, les contraintes sociales et les privilèges étaient abolis. Une sorte de rituel égalitaire où chacun pouvait se promener dans la ville incognito. On choisissait le costume qui représentait la classe inverse à laquelle on appartenait. Les riches se déguisaient en pauvres et les gens du peuple en aristocrates. Les magasins de masques sont nombreux. Les vitrines exposent des parures richement décorées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des masques de papier et en cuir, mais aussi des masques en plastique fabriqués en Chine. Il est devenu difficile de trouver des pièces authentiques. Dans la petite échoppe de la pierre philosophale, Carlo Setti fabrique depuis 54 ans les véritables masques du carnaval de Venise. Voici le moule. Il est un peu poussiéreux. Voilà, c'est un moule négatif. On y place une première couche de papier mâché, si possible sans ajouter de colle, pour ne pas qu'il reste collé au moule. Ensuite, on colle les autres couches de papier et on le laisse sécher. Une fois secs, les masques de carnaval en papier sont peints et décorés à la main. Mais il en existe aussi en cuir, plus robustes, qui sont utilisés par les acteurs de la Commedia dell'arte, le théâtre populaire italien. Pour les masques en cuir, on utilise un moule positif. On humidifie le cuir et on l'applique le mieux possible sur le moule. Ensuite, on utilise un morceau de bois, un petit marteau en corne, et on frappe. On l'enlève, on le remet, et on recommence. Voilà un morceau de bois et un marteau pour le cuir. On le bat et on le retire. On recommence jusqu'à obtenir le masque que l'on veut fabriquer. Voilà le masque terminé. Il faut encore le peindre. Et voilà le moule.
Le masque le plus célèbre est sans aucun doute celui que portaient les médecins vénitiens lors de la terrible épidémie de peste noire de 1630, qui fit près de 50 000 morts, le tiers de la population de Venise. À l'intérieur du bec, il y avait un filtre à travers lequel les médecins respiraient. Un filtre d'herbes désinfectantes pour le protéger de la peste. Les yeux étaient protégés par des lunettes. Il y avait un filtre pour les oreilles. Et le médecin était entièrement recouvert d'un manteau imperméable en cuir qu'il portait toute la journée. Le masque traditionnel de Venise est en train de disparaître. Il pourrait bientôt n'être plus qu'un souvenir dans la mémoire du vieil homme. Son atelier est l'un des derniers, et les fabricants ne sont plus qu'une poignée. À quelques ponts de là, habitait l'un des personnages les plus célèbres de la cité des Doges. Voyageur intrépide, Marco Polo raconta son odyssée à travers la Chine du XIVe siècle dans le livre des merveilles du monde. Sa maison est située à la limite du quartier de San Marco et du Castello. Sur les quais, près du palais des Doges, on peut admirer les fameux palaces de Venise, des palais transformés en hôtels de luxe. Le plus connu est l'hôtel d'Agnelli, qui compta parmi ses clients prestigieux Goethe, Émile Zola ou Charles Dickens. Les quais se prolongent dans le quartier du Castello jusqu'au bassin de l'Arsenal. C'était le cœur de l'industrie navale vénitienne à partir du XIIe siècle. Grâce aux imposants navires construits ici, la République vénitienne a pu combattre les Ottomans dans la mer Égée et étendre son commerce jusqu'au nord de l'Europe. L'Arsenal ne se visite pas, mais on peut admirer les statues du portail de la Renaissance, dont la Justice, Neptune, le dieu romain de la mer, et les lions qui gardent l'entrée. Aujourd'hui, l'Arsenal reste la propriété de la marine italienne. À la pointe est, au-delà de l'avenue Garibaldi, les jardins de Napoléon offrent une pause rafraîchissante. Un écrin de verdure, prisé des Vénitiens qui viennent ici chercher un peu de tranquillité, loin de l'agitation du centre-ville. On les appelle aussi les jardins de la Biennale, du nom de la célèbre manifestation d'art contemporain, de cinéma et de musique, et dont la première édition remonte à 1894. De l'autre côté de la Cité des Eaux, au nord-ouest de Venise, le Sestiere dei Canareggio est resté un quartier populaire et authentique avec ses petites places et ses ruelles. À l'origine, Canareggio n'était qu'un marécage de roseaux. Le quartier se développa à partir du XIIe siècle avec des faubourgs construits autour des édifices religieux. L'église de San Felice, l'une des plus anciennes de Venise, a été construite au Xe siècle, mais le bâtiment actuel date de 1531. Peu visitée, la petite église abrite pourtant des toiles exceptionnelles, un véritable trésor. On peut y admirer le Démétrius armé, la toute première œuvre du Tintoret. Canareggio est devenu le quartier branché de Venise, avec ses nombreux bars et restaurants alignés le long des canaux. Enjambant le canal San Felice, voici le Ponte Chiodo, un pont sans parapet, le plus vieux de Venise. À proximité du pont des Flèches,
un petit passage nous ouvre les portes du ghetto juif de Venise. Au XVIe siècle, les Juifs s'installèrent dans le Sestiere des Cannaregio. Ils n'avaient pas le droit d'en sortir. Ils avaient un statut particulier et devaient porter un insigne en forme de roue jaune pour se démarquer des Vénitiens. Les bâtiments sont caractéristiques du ghetto. Ce sont les seuls qui ont plus de 3 étages. Le quartier compte 5 synagogues. En 1938, 1200 Juifs habitaient le ghetto. 246 furent déportés dans les camps de la mort. Seuls 8 d'entre eux survécurent à l'Holocauste. La lagune de Venise s'étend sur 550 km². Elle compte 13 îles principales et des dizaines d'îlots. Au nord, voici la petite île pittoresque de Burano, célèbre pour ses maisons aux couleurs vives. On raconte que les pêcheurs repeignaient régulièrement les façades afin de pouvoir reconnaître leurs maisons les jours de brouillard. À l'origine, les habitations étaient construites en roseaux sur des pilotis. Mais les plus anciennes maisons de briques ont presque 1000 ans. Burano compte moins de 3000 habitants et a conservé son authenticité. Rien ne semble avoir changé depuis des siècles. Il fait bon flâner le long des quais et goûter la tranquillité des lieux. Ici, on est loin de la foule. Sur la place principale, voici l'église San Martino, avec son campanile penché qui lui donne un air de tour de Pise. Elle fut construite au Moyen Âge, mais son architecture actuelle date du XVIe siècle. L'intérieur de l'édifice religieux, de style baroque, abrite le reliquaire de Saint Albin. La légende raconte que les eaux de la lagune avaient apporté un sarcophage contenant ces reliques et que seuls les enfants furent capables de le ramener sur la terre ferme. Cette petite église expose des peintures magnifiques, les toiles des maîtres vénitiens du XVIIe et du XVIIIe siècle, comme la crucifixion de Tiepolo, le digne héritier du Titien et du Caravage. Dans les rues de Burano, on peut découvrir les nombreuses boutiques qui vendent les célèbres dentelles, les Merletti. Nous avons rendez-vous avec l'une des dernières dentelières de la cité, Giovanna Vituri. À 77 ans, elle est toujours aussi habile pour fabriquer des napperons d'une finesse incroyable. À Burano, on a une technique particulière. On ne travaille qu'avec l'aiguille et le fil. On utilise un fil très fin, très spécial. Cela prend beaucoup de temps. On ne va pas vite, mais quand on voit le résultat, c'est superbe. La tradition du merletto se perd dans la nuit des temps. Depuis toujours, sur cette île de pêcheurs, les femmes réparaient les filets. Mais c'est l'épouse d'un doge de Venise, Morosina Morosini, qui, au XVIe siècle, lui donna ses lettres de noblesse. La dentelle de Burano acquiert alors une renommée internationale et conquit l'Europe entière. Tout ce qui est ici, ce sont des dentelles originales de Burano. J'ai mis tellement de temps pour faire la Madone. Rien que pour faire le décor, j'ai mis au moins 4 mois pour tout ce travail. Ce savoir-faire unique pourrait bien disparaître, car les dentelières de Burano ne sont plus qu'une dizaine. Juste en face de Burano, voici Masorbo, l'une des îles greniers de Venise.
Ici, l'on fait pousser les fruits et les légumes pour approvisionner la cité en produits frais. Tout ce qui est cultivé a une saveur particulière, car la terre est imprégnée d'eau de mer. Ce sont des présalés. Masorbo est aussi une île viticole. Elle abrite 1 hectare d'un cépage très ancien et unique au monde, le Dorona. On y produit un vin blanc très rare, le Venissa. En continuant notre chemin vers le nord, nous découvrons l'île de Torcello. Elle fut l'une des toutes premières colonies romaines en Vénétie. C'est une île tranquille et pleine de charme. Le centre du village est occupé par la basilique Santa Maria Assunta, un édifice religieux dans le style byzantin datant du XIe siècle, mais dont les fondations remontent à l'année 639. Centre spirituel et militaire, l'influence de Torcello déclina alors que Venise se développait. Aujourd'hui, il ne reste que 11 habitants sur ce petit bout de terre perdue aux confins de la lagune. À côté de l'église, on peut visiter le musée qui expose des pièces archéologiques datant de l'époque romaine, byzantine et médiévale. On y retrouve les emblèmes de la Sérénissime. En naviguant en direction de Venise, impossible de ne pas visiter Murano, célèbre pour ses artistes du verre soufflé. C'est l'une des îles les plus peuplées de la lagune. La ville s'organise en 7 quartiers séparés par des canaux. Le long des quais s'alignent des palais et des maisons bourgeoises. La plupart d'entre elles appartiennent toujours aux familles fortunées, propriétaires des nombreuses fabriques de verre. C'est une cité agréable et authentique. On peut y louer des barques à moteur pour se promener sur les canaux, car le trafic y est beaucoup moins dense qu'à Venise. Mais ce qui attire les foules, ce sont les nombreuses boutiques qui vendent les magnifiques objets de verre colorés qui font la renommée internationale de cette petite île tranquille. Il existe une dizaine d'ateliers artisanaux et la plupart d'entre eux sont ouverts au public. Nous avons rendez-vous avec Igor Balbi, l'un des maîtres verriers les plus connus de Murano. Il a inventé une couleur verte tendre qui porte son nom. Ses créations raffinées sont exposées dans les musées à travers le monde. Mais il ne se considère pas seulement comme un artiste, c'est aussi un passeur de savoir et un ardent défenseur de la tradition. Notre activité, c'est comme un service que l'on offre. Une démonstration pour le public, pour montrer rapidement la fabrication de petits objets en verre de Murano. Parce que c'est important que les visiteurs voient comment travaillent les verriers. Ce n'est pas un spectacle, on fabrique les objets devant les touristes. L'art du verre soufflé à Murano a plus de 1000 ans. Les maîtres verriers jouissaient d'un statut particulier. Bien que roturiers, ils pouvaient épouser des nobles. En revanche, pour préserver le secret de leur savoir-faire, il leur était formellement interdit de quitter l'île. C'était des génies, des inventeurs avec des techniques toujours innovantes. Et la Sérénissime voulait garder ses secrets. Aujourd'hui, le verre de Murano subit la forte concurrence des copies venues d'Asie, qui sont elles aussi vendues beaucoup moins cher que les originaux dans les magasins de l'île. Les maîtres verriers sont de moins en moins nombreux. Ce savoir-faire millénaire pourrait bien disparaître à son tour.
Juste en face de Murano, voici l'île San Michele, le cimetière de Venise. À la pointe nord se dresse l'abbaye dédiée à l'archange Saint-Michel. Ses fondations datent du Xe siècle, mais elle a été entièrement reconstruite 500 ans plus tard. Le cloître abrite de magnifiques ex-voto, des bustes et des bas-reliefs d'une finesse remarquable. L'île était habitée par des moines ermites, les Camadules. Elle restaura leur propriété jusqu'à la période napoléonienne. L'île est alors transformée en cimetière. La chapelle de San Cristoforo domine la nécropole. D'après l'édit de Saint-Cloud signé par Napoléon, les sépultures devaient être toutes identiques. Seuls les morts illustres, les grandes familles bourgeoises et les nobles avaient le droit de faire bâtir des tombes ornées des sculptures des êtres chers disparus. C'est pourquoi le cimetière rassemble de superbes œuvres d'art d'inspiration néoclassique. San Michele est un havre de paix. Au bout de l'île, depuis le ponton, on aperçoit la rive nord de la Sérénissime. À l'entrée est de Venise, l'île de San Giorgio Maggiore monte la garde à l'entrée du Grand Canal. La majeure partie de cette île est occupée par un couvent devenu le musée de la Fondation Cini, un jardin et la superbe basilique de Saint-Georges construite à la Renaissance. Le Grand Canal est l'artère principale de Venise, sa ligne de vie. Le Canalazzo, comme le surnomment les Vénitiens, dessine un large S inversé qui coupe la ville en deux sur 4 km. Il est sillonné en permanence par toutes sortes d'embarcations. Les vaporetto, les bus-bateaux de Venise, les taxis et les véhicules de police, les transports de marchandises, et bien sûr, les gondoles. Pour traverser le Grand Canal, on emprunte les traghettos, de petites gondoles pilotées par 2 gondoliers, car il n'y a que 4 ponts qui enjambent l'avenue fluviale. Le plus célèbre est sans aucun doute le pont du Rialto. Une élégante arche de pierre blanche de 28 mètres de long relie les 2 rives de Venise. Un premier pont fut construit au XIIe siècle. Il était en bois et il s'écroula en 1444 sous le poids de la foule. En 1554, le Doge lança un concours pour la construction d'un pont de pierre. Parmi les projets, celui d'un certain Michel-Ange. Mais c'est celui de l'ingénieur vénitien Antonio da Ponte qui fut retenu. Le pont du Rialto est l'un des emblèmes de Venise. Il offre 3 passages piétonniers, séparés par 2 séries de 6 arcs, parfaitement symétriques. Depuis le Rialto, on a une vue imprenable sur le Grand Canal et ses palais extraordinaires. Les plus anciens bâtiments sont les Fondacci, les entrepôts des marchands de Venise construits au XIIe siècle. Ils abritent aujourd'hui des musées, comme la Fondation Tedeschi et le musée d'histoire naturelle. Au XIVe siècle, les marchands vont rapporter de Byzance des frises et des colonnes pour orner leurs entrepôts et installer des balcons sur le Grand Canal. Ce sont les premiers palais de Venise, comme le Palazzo Tiepolo et le Palazzo Loredane. C'est l'invention du style vénitien. La construction du palais des Doges marque une nouvelle période,
le style gothique flamboyant du XVe siècle. Sans aucun doute, les plus beaux palais de la Sérénissime, comme le magnifique Palazzo Giustinian. Mais le Chadoro, un palais bâti en 1424, est le plus emblématique de cette période fastueuse. À l'origine, sa façade était recouverte de garnitures en or, d'où son nom. Des colonnes plus fines, des arches en pointe, une dentelle de marbre, le palais est un pur chef-d'œuvre. Le Chadoro signe l'apogée de l'opulence de Venise, alors que la Sérénissime règne sur la Méditerranée. Le palais Barbarigo est particulier. Si l'édifice date du XVIe siècle, sa façade a été recouverte de mosaïques en verre de Murano en 1886. Elles sont exceptionnelles. Elles représentent à gauche l'empereur romain germanique Charles Quint dans l'atelier du Titien, et à droite, Henri III de France visitant une verrerie à Murano. La plupart des palais sont devenus des hôtels ou des musées, comme le Cearezzonico, chef-d'œuvre du baroque vénitien qui est aujourd'hui le musée du Settecento, ou le palais Werner di Leoni qui abrite les collections du musée Guggenheim. Les autres ont été achetés par de riches étrangers. Le Palazzo Michiel del Brusa, de style néoclassique du XVIIIe siècle, nous a ouvert ses portes. En 1774, il a été complètement dévasté par un incendie, dû à la négligence d'une femme de chambre. Il fut reconstruit 3 ans plus tard. Les intérieurs ont été enrichis de décorations en stuc, des sculptures et des fresques, réalisées par l'artiste Jacopo Guarana. À l'embouchure du Grand Canal, à la pointe du quartier de Dorsoduro, la Dogana d'Amar est postée comme une sentinelle. C'est le bureau des douanes où les bateaux devaient s'amarrer avant d'entrer dans Venise. Construit en 1677 par Giuseppe Benoni, il est surmonté par une sphère d'or portant une statue de la fortune qui sert de girouette. C'est devenu un musée qui expose les collections de la Fondation Pinault. Attenant à la Dogana, voici la basilique de la Salute, la plus imposante expression du baroque vénitien. Elle a été construite au XVIIe siècle par l'architecte Baldassare Longhena, en hommage à la Vierge à qui l'on attribue l'éradication de l'épidémie de peste noire de 1630. C'est un colosse de pierre. La basilique repose sur plus d'1 million de pilotis qui s'enfoncent sur 4 mètres de profondeur. La porte d'entrée est monumentale. La façade est ornée de 125 sculptures avec les volutes qui représentent les vagues, les statues symbolisant Venise, la Dame des Mers, les vertus de la Vierge Marie et les apôtres. C'est l'œuvre de Tommaso Ru, l'un des plus grands sculpteurs vénitiens. Dorsoduro est l'un des premiers quartiers de Venise, car la zone n'était pas marécageuse et le sol y est stable, d'où son nom qui signifie « le dos dur ». Les quais, appelés Fondamenta, se déploient en l'une des plus belles promenades de la cité. Aujourd'hui, Dorsoduro est le quartier des étudiants, et les nombreux bars et restaurants de ces places en sont leurs lieux privilégiés. Venise est l'une des villes les plus touristiques au monde.
Et pourtant, il est difficile de trouver des restaurants qui proposent la cuisine authentique de la lagune. Mais Dorsoduro compte quelques bonnes adresses, comme le restaurant tenu par Donato Riccio et son fils Gabriele. Aujourd'hui, on va vous montrer une recette traditionnelle de Venise. C'est un risotto fait avec du mulet que je vais vous montrer. Et des mazzanettes. Les mazzanettes sont de petits crabes. Leurs carapaces sont déjà nettoyées car à l'intérieur, on prend le corail. Voilà, on cuisine ce type de poisson. On coupe des filets de cette chair grasse qui accompagne parfaitement le riz. On va préparer ensuite le risotto avec la pulpe du mulet et le corail des crabes que je vous ai montré. Voilà. Gabriel prépare le poisson pour le risotto. Le poisson est très frais. Le risotto est baigné de vin blanc et d'un bouillon de poisson. On y ajoute ensuite les filets de bar et les morceaux de crabe. Il n'y a plus qu'à servir. Tout ce que l'on cuisine, on le goûte avant de servir. Regardez-moi. Au nord de Dorsoduro, loin des sentiers battus, les sestiere de Santa Croce et de San Polo ont gardé leur authenticité. Ces quartiers à l'atmosphère décontractée sont restés typiques du Venise populaire. Au détour d'une ruelle, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista est un petit bijou de l'art gothique. C'est un musée qui rassemble des œuvres exceptionnelles du Tintoret, de Massari et des grands maîtres de la peinture vénitienne. Au-dessus de l'entrée, ce bas-relief représente les moines en train de prier Saint Jean l'Évangéliste. San Polo vibre au rythme de la vie marchande, avec le marché du Rialto, où se trouvait le grenier de Venise. C'est la partie la plus ancienne de la ville, le terminal portuaire de la cité moyenâgeuse où l'on déchargeait ce qui arrivait par bateau, denrées alimentaires, bétail, épices ou bois précieux. Le marché couvert date de 1907. Il est encore aujourd'hui le centre commerçant le plus prisé des touristes et des Vénitiens. Le quartier San Polo est l'endroit idéal pour découvrir la recette du tiramisu. Nous avons rendez-vous avec Marco, qui va nous faire découvrir le plus fameux des desserts vénitiens. Je vais vous présenter le tiramisu tel qu'on le prépare ici. Avec des biscuits savoyards, la crème maison à base de lait, de sucre, de la crème fraîche. Tous les ingrédients sont bio. Et je vais vous montrer comment on le dresse, ici, à l'auberge du pont de la Palatina. Alors, je verse notre crème, je trempe les biscuits dans du café chaud. C'est un dessert de Trévise, mais qui est né aussi à Venise. Notre tiramisu est fait avec de la crème bio. Notre mascarpone. Vous pourrez déguster notre tiramisu tranquillement dans notre auberge. Et voilà le tiramisu de Palatine du quartier de San Polo. Le tiramisu a été inventé à Trévise
et il a été importé dans différentes parties de la Vénétie. Mais il vient de Trévise. Il y a beaucoup de façons de le préparer. Mais le tiramisu de Venise, lui, est apparu dans les années 80 seulement. L'île du Lido et sa célèbre plage s'étirent comme un ruban de 12 km de long vers le sud de la lagune. À la fin du XIXe siècle, le Lido s'impose comme la destination balnéaire la plus populaire d'Italie et l'une des plus recherchées par les aristocrates. Ils font construire de superbes demeures, des villas Art Nouveau et des hôtels de luxe. Encore aujourd'hui, il flotte un parfum des années folles dans ces rues tranquilles. Plus au sud, l'île de pêcheurs de Pellestrina a gardé son authenticité. Loin des circuits touristiques, elle égrène les villages aux maisons colorées, un petit air de Burano sans les touristes. C'est l'endroit idéal pour terminer notre merveilleux voyage à Venise, lorsque le soleil couchant baigne la lagune de sa douce lumière.